Donc on va vous présenter Freenet, un outil sur lequel on a travaillé au pôle Reverse de Synactive. On va d'abord faire une présentation rapide de l'outil, de l'utilisation de Frida et de l'amélioration de Tenet, et on a ensuite préparé une démonstration sur un cas concret d'utilisation. Donc il y a deux approches principales qui sont utilisées pour faire de la rétro-ingénierie de code natif. L'analyse statique, donc par exemple par des assemblages ou par des compilations, et l'analyse dynamique, par exemple avec un debugger. Et ces deux approches qui ont des avantages, des inconvénients, il y a plein d'autres types d'approches. Et dans ces autres types d'approches, il y a l'exploration de traces d'exécution, ce dont on va parler. C'est une approche qui est intéressante, mais qui demande aussi beaucoup d'outils, et qui fonctionne en deux étapes. Une première étape, on va générer une trace d'exécution, donc ça c'est une étape plutôt dynamique. Et ensuite une étape, on va étudier cette trace, et donc ça c'est plutôt une étape en statique. Et donc dans les outils qu'on veut utiliser, on aimerait bien des outils qui soient déjà intégrés, par exemple à IDA Pro, qui est un outil qu'on utilise pour faire de la rétro-ingénierie. Et c'est le cas du plugin Tenet, qui a notamment remporté la compétition X-Race 2021 des plugins, et qui se présente sous la forme d'une interface graphique pour IDA, et qui travaille sous un format de trace texte tout simple, où on a pour chaque ligne une instruction qui est exécutée, et on a les valeurs de registre modifiées, donc le nom du registre égale sa valeur en hexadécimal, et l'utilisation d'un pseudo-registre MW et MR pour Memory Write et Memory Read. Ça correspond aux accès mémoire, donc avec une adresse et les données qui sont lues ou écrites. Ça ressemble à ça dans IDA, le plugin Tenet. On a à droite une timeline sur laquelle on peut changer la position, une vue des registres, une vue pour la mémoire, une vue de la pile située en bas, et la vue du désassembleur IDA qui est synchronisée sur la position actuelle dans la trace. Alors ça c'est pour la partie dans IDA de Tenet, mais il y a aussi une partie pour les traceurs qui sont déjà existants dans le dépôt de Tenet. Ils ont pour principale limitation de ne pas supporter des architectures autres que x86, et donc notamment pas les plateformes mobiles qui nous intéressent nous, comme par exemple Android ou iOS. Et la deuxième limitation, c'est qu'il est difficile avec ces traceurs de tracer une portion spécifique du code, puisque là on va tracer en fait l'entièreté du programme. Et donc pour ces raisons, on a créé Freenet, qui est donc un traceur qui supporte Android, iOS, Linux, Windows et les architectures associées, en utilisant des outils qui existent déjà, et notamment l'outil d'instrumentation dynamique Frida, et sa fonctionnalité Stalker, qui permet de modifier du code à la volée lors de son exécution. Et on peut donc ajouter par exemple des callbacks pour chaque instruction, qui peuvent être écrites soit en code JavaScript, soit en code natif. On a retenu l'option code natif pour des raisons de performance. Et donc dans ce module écrit en langage C, on va enregistrer les valeurs de registre modifiées, les accès mémoire, et donc ça supporte les architectures x86, x86-64, ARM et ARM64, et on va générer une trace sous format Tenet. L'outil se présente sous la forme d'une ligne de commande, donc, qui fonctionne en se connectant à un serveur Frida distant, soit par USB, soit par le réseau, ou en local, qui peut s'attacher ou démarrer un nouveau processus, et qui va tracer donc, le programme à partir de l'adresse de la fonction qui est donnée, mais ça peut aussi être le point d'entrée main si vous voulez tracer l'entièreté du programme. Et ça fonctionne donc sans configuration dans la plupart des cas, et il y a un exemple là qui sera tiré de la démonstration d'après. Du coup, on va vous présenter les fonctionnalités majeures qu'on a ajoutées sur Tenet. Donc on a la call tree view et la memory search, qu'on va voir les slides d'après. Ici, on a une vue de la call tree view à droite, avec un cas d'utilisation où on essaie de comprendre quelle fonction va être exécutée par un appel indirect, qui est souvent assez pénible en C++ quand on fait du reverse engineering. Et donc ça permet de voir assez facilement là où on va se retrouver, mais il y a beaucoup d'autres cas d'utilisation intéressants, comme on va voir après. Et ensuite, on a une fonctionnalité de recherche mémoire où on peut chercher, ça peut être une chaîne de caractères imprimables, des constantes, un pointeur, n'importe quoi. On va la chercher dans cette textbox et on va avoir tous les endroits dans la trace, que ce soit à n'importe quel moment de la trace, mais aussi à n'importe quelle adresse dans la mémoire. On va avoir toutes les occurrences de cette chaîne de caractères ou ce pattern, ce qui est souvent assez intéressant. Donc, pour la démonstration, on va étudier le système de mise à jour OTA d'Android. Et on va partir du principe qu'on n'a pas accès au code source, parce que c'est le cas le plus général en rétro-ingénierie, même si en l'occurrence on a accès au code source. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut downgrade la version d'Android? Spoiler, non, mais on fait ça pour l'exercice, pour montrer les capacités de l'outil. Donc on va récupérer un téléphone avec un firmware OTA qui est plus vieux que celui qui est installé. On va trouver la fonction handler qui permet la fonction handler du service de mise à jour. On l'a trouvé avec FridaTrace, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas vraiment le temps.
Et ensuite, on va lancer le traceur Freenet sur cette fonction et déclencher une mise à jour. Et donc bien sûr, quand on déclenche une mise à jour avec la vieille version de l'OTA, on a une erreur. Donc, parce que le timestamp qui est inclus dans l'OTA qu'on a fourni, il est inférieur à celui du système d'exploitation. Et là, ce qu'on aimerait faire, juste pour faire une petite expérimentation, c'est qu'on aimerait changer cette valeur de timestamp, ce 159 qu'on voit ici, dans le fichier d'OTA de source qu'on donne, juste pour voir ce qui se passe, pour voir s'il y a un mécanisme qui nous empêche de le modifier. Le problème, c'est que si on cherche cette valeur en décimale, en hexadécimale, little endian, big endian, quel que soit le format qu'on cherche, on ne trouve pas la valeur. Et on n'a pas envie de comprendre la totalité de l'entièreté du format, on a juste envie de rapidement trouver quels octets sont associés à cette valeur dans le fichier d'origine pour pouvoir les altérer et voir s'il y a des sécurités qui nous empêchent de faire ça. Et donc on va montrer comment faire ça avec Freenet. Hop. Donc ici, on a l'interface de IDA où on a chargé une trace, donc on a l'interface avec Tenet. On a à droite la timeline qui permet de naviguer à différents endroits dans la trace. Et ensuite, on a la vue des registres. Ici, on est en ARM64, donc c'est X0, X1, X2, etc. On a les valeurs qui sont à l'endroit actuel où on va être dans notre trace d'exécution. Là, on a la nouvelle vue où on voit toutes les fonctions qui sont exécutées dans la trace. On peut cliquer sur des fonctions en particulier pour aller dans l'endroit dans la trace qui va correspondre. Et on peut aussi masquer ou afficher les sous-fonctions qui vont être appelées par une fonction donnée. Et enfin, on a les vues mémoire en bas à gauche. On va voir juste après comment on utilise ça. Oups, on va faire ça. Hop. Voilà, donc pour rappel, on cherche où est notre timestamp dans le fichier OTA qu'on donne à ce système de mise à jour. Et donc ici, on va utiliser la fonctionnalité de recherche de pattern avec un clic droit dans la vue mémoire. Et on va lui donner le message d'erreur. Vu que le message d'erreur a été imprimé par le programme, il va forcément être quelque part présent dans la mémoire. Et en l'occurrence, c'est le cas. On a quelques matchs à dites positions qui sont très proches les unes des autres. Et quand on clique dessus, on se rend compte qu'on est effectivement dans des lignes de log au niveau de la call tree view. Donc si on va ensuite aller voir dans la fonction parent qui est check timestamp error, et qu'on regarde le pseudocode associé, on scrolle un petit peu, et on voit en effet l'erreur en question. Donc cette erreur en question, on rentre dedans si on vérifie une condition, le if v11 inférieur à quelque chose de compliqué. Ici, vu que notre valeur de timestamp qu'on cherche, qui provient de l'OTA, elle va être inférieure à celle du système d'exploitation, et qu'on est rentré dans ce check, on peut en déduire que ce v11, c'est la valeur qu'on cherche. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va regarder à quoi correspond cette valeur V11, donc quel registre. Ici, on voit que c'est X20 dans le pseudocode en petit. On va regarder la vue du désassembleur pour que ce soit un peu plus clair. Hop. Donc là, on voit LDR load register de X20 depuis X19. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire clic droit, go to first execution. Et ce que ça va faire, c'est que ça nous permet d'aller dans la trace à cet endroit-là, le moment dans la trace où cette instruction est exécutée. Et on va voir, dans la revue des registres à droite, qu'on a cette valeur 5F46A00C qui est la valeur du timestamp. Encore une fois, si on cherche cette valeur dans le fichier OTA d'origine, on ne va pas la trouver, malheureusement, parce qu'elle doit être encodée différemment dans le fichier. Donc on va essayer de comprendre d'où sort cette valeur, exactement à quel moment elle a été parsée, pour pouvoir la modifier ensuite. Donc ici, on repart là où on avait quitté, et on voit que la valeur est chargée depuis X19. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un clic droit sur le pointeur qui est dans X19, et on peut faire follow in dump 1 qui va nous permettre d'aller voir dans la memory view les valeurs de mémoire qui sont à cet endroit. Si on scrolle un peu, on va voir qu'il y a une valeur en particulier qui est surlignée en bleu parce qu'elle est accédée à l'instruction actuelle, et c'est bien la valeur du timestamp, donc la valeur qui est dans X20. On voit que c'est les mêmes octets, c'est en little endian, donc c'est inversé, mais c'est bien la même chose. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cette valeur, on va double-cliquer dessus, ce qui va mettre un breakpoint, un memory breakpoint ou un watch point, et on va faire un coup de molette de souris vers le haut, ce qui va nous permettre d'aller au dernier accès. Donc là, on voit qu'on s'est téléporté au dernier accès dans la trace de cette valeur. Ici, c'est un str, store register, de X0. Donc dans X0, on voit qu'on a bien 5F46A0, notre timestamp, et X0, c'est aussi la valeur de retour de la fonction qui a été appelée juste avant. Et donc, ici, on voit que dans la call tree view, que la fonction appelée juste avant, c'est readVarin64 fallback de protobuf. Encore une fois, on ne va pas aller regarder le code source, on n'a pas vraiment envie d'aller étudier comment ça fonctionne, on va juste aller regarder quels octets ont été lus en pratique par cette fonction. Hop. Et donc, du coup, voilà. On va remonter ici de quelques instructions. On voit bien que X0, c'est bien au retour de cette fonction-là que ça a été mis, ça a été set. Donc, c'est bien dans cette fonction qu'on veut aller. Si on remonte d'un cran au-dessus, on ne va pas rentrer dans la fonction, on va arriver avant la fonction. Donc là, BR, c'est un call en 64.
branch register. Pourquoi on n'est pas rentré dans la fonction? Parce qu'ici, on a tracé que ce binaire-là. Par contre, les accès mémoire qui sont effectués dans les fonctions externes, dans les bibliothèques externes, elles vont quand même être loguées. Et donc, on pourra quand même avoir cette information. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit que probablement que c'est une fonction de parsing. Le premier argument va contenir l'origine notre fichier, du coup, qui OTA, ou avec l'endroit qui contient le timestamp, parce que c'est probablement ce qui est donné comme argument à la fonction. Donc, on fait ici un follow in dump 2, et on n'a pas vraiment quelque chose qui ressemble à des données brutes. Par contre, on a encore un pointeur, donc ça pourrait être un vecteur ou une autre structure de données quelconque qui contiendrait derrière les données du fichier OTA. Et donc ici, on va simplement, encore une fois, sélectionner le pointeur, faire un clic droit et follow in dump, tout simplement. Et ici, là, on retrouve nos données du fichier OTA, et on a un endroit 8C-C0-9A qui n'est pas le début du fichier, qui est probablement l'endroit où on a ce timestamp qui est parsé. Du coup, ce qu'on peut faire maintenant, pour s'assurer que c'est bien cet endroit que le timestamp est parsé, c'est qu'on peut sélectionner 8C ici, on va mettre un memory breakpoint comme on a fait tout à l'heure, et ensuite on va regarder, juste à la sortie de la fonction, du coup, hop, et là on voit qu'à la sortie de la fonction, on a bien ces 5 octets qui ont été accédés, et la valeur de retour, c'est bien le 5F46 qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, ce qu'on a pu déduire de ça, c'est que cette fonction, c'est que dans le processus de mise à jour, cette fonction se fait appeler sur la partie du fichier OTA qui correspond à ce 8C0, 9A, etc., que ça parse le timestamp 5F46 à 0, qu'ensuite il va être stocké en mémoire quelque part avec le str, qui va être rechargé plus loin avec le load register, et qui va être comparé ensuite à la valeur de système d'exploitation, ce qui va afficher une erreur. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, on va pouvoir modifier cette valeur pour voir ce qui se passe. Donc on a trouvé la localisation du timestamp dans le fichier. Donc on va pouvoir revenir à notre première idée et le modifier. Par exemple, ici on a mis des octets FFF. Et quand on exécute à nouveau le processus de mise à jour, on s'aperçoit qu'on a une autre erreur sur la vérification d'un hash qui a échoué, et donc en fait d'un mécanisme de signature. Donc comme on s'y attendait, Android a des protections cryptographiques, notamment qui vérifient ici l'authenticité au moins du timestamp dans ce fichier. Et donc la suite de l'étude, ce serait d'étudier par exemple ce mécanisme et voir si on ne pourrait pas trouver des contournements, etc. On pourrait par exemple pour ça utiliser la fonctionnalité de filter dans la call tree-view, qui permet à partir d'une expression régulière de trouver des noms de fonctions associés. Et donc par exemple ici on pourrait utiliser des noms de fonctions cryptographiques comme RSA, SHA, ECDSA, etc. Et donc ensuite étudier les fonctions parents et comprendre le mécanisme. Donc en conclusion, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé en interne chez Synactive, donc on espère qu'il pourra aussi vous être utile. On travaille actuellement sur un back-end Rust pour travailler sur des traces qui sont de taille plus conséquente, puisque le back-end Python par défaut est assez lent. Et pour le mot de la fin, le projet est déjà disponible sur GitHub, et vos retours sont les bienvenus. Merci. Merci à vous. On n'a malheureusement pas le temps pour les questions, mais je pense que toute l'équipe de Synactive est là pendant 3 jours si vous voulez discuter avec eux. On n'est pas rebranché.